Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Dave Saint-Amour, donc ça me fait plaisir de vous présenter notre conférencier aujourd'hui, Yann Charret. Donc, j'ai quelques notes ici. Content de vous voir nombreux, nombreuses, dont des gens il y a longtemps qu'on avait vus. Donc, Yann, en fait, a fait son bac en psychologie à l'Université de Montréal. En- il y a quelques années. En fait, j'ai pas la date ici. C'est pas parce que tu as l'air tout jeune, là, mais. Ensuite, il a fait son doctorat, en fait, un parcours moins commun. Il a fait tout de suite son doctorat à l'étranger avec Pascal Belin. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous connaissez Pascal Belin, qui a travaillé à l'Université de Montréal pendant quelques années, mais qui est parti à Glasgow et Yann a suivi avec Pascal le convaincu à aller faire un doctorat à Glasgow et à passer quelques mois juste à essayer de déchiffrer ce que les gens là-bas disaient. Et bien, il a réussi, puis il a quand même complété son doctorat en entier. Donc, il a travaillé, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas Pascal, sans grande surprise, il a travaillé sur la voix humaine avec des méthodes de neuroimagerie. Même si aujourd'hui, il va nous parler d'un autre cortex visuel, il a fait quand même son doctorat en audition. Ensuite, il a fait un postdoc à l'unité de cognition et de sciences du cerveau à Cambridge, donc toujours au Royaume-Uni. Et c'est là qu'il a changé pour comprendre en fait les différences individuelles sous-jacentes au traitement d'informations visuelles. Donc, changer de place dans le cerveau avec, le système visuel, c'est un système qu'on connaît bien, mais avec des nouvelles questions, utilisant des outils plus modernes d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine. J'imagine que ça va revenir dans la présentation d'aujourd'hui. Et bon, en fait, de toute évidence, UK était pour toi parce qu'ensuite, il y a eu un poste à l'Université de Birmingham en 2015 et il a mis en place un laboratoire et avec une grosse équipe. Il y a eu un gros fonds de recherche européen du ERC de plusieurs millions de dollars. Mais on a quand même convaincu, l'Université de Montréal a quand même réussi à le convaincre en 2021 de revenir au Bercail, où il est actuellement professeur au département de psychologie, titulaire d'une chaire de recherche en neurosciences cognitives computationnelles, d'un fonds de recherche du CRSNG, et il poursuit ses travaux là, toujours dans la perception visuelle. Il va nous parler aujourd'hui au-delà des catégories, le rôle de la sémantique dans le cortex visuel. Donc, Yann, encore merci d'être là et on t'écoute. Merci beaucoup pour la belle introduction. Euh, En effet, je suis parti après mon bac pour aller faire un doctorat, ce qui devait durer 3 ans, ce qui s'est transformé en 15 ans de ma vie que j'ai passé en Grande-Bretagne. C'était pas le plan, mais l'important, c'est que je sois de retour en terre natale pour vous présenter aujourd'hui mon talk. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller. J'ai beaucoup de matière à couvrir. Je vais peut-être devoir en passer un peu. Je vais faire de la gestion du temps, mais je veux vous parler de la recherche la plus récente qu'on fait dans le laboratoire et entre autres d'un jeu de données qu'on utilise pour poser des questions importantes sur le fonctionnement du système visuel, sur le traitement de l'information visuelle dans le cerveau humain, puis peut-être défier un peu des notions établies ou classiques. En ce sens, quel est l'objectif de la vision puis du cortex visuel? Puis voilà, ça va aller comme ça. Donc, moi, je suis, j'ai un background en audition, mais je m'intéresse principalement à la vision. Et quand je vois une scène visuelle comme celle-là, je pourrais trouver un paquet de façons pour la décrire. Je pourrais
parler d'un autobus, je pourrais parler des catégories qu'il y a dans cette scène visuelle-là, mais je pourrais aussi utiliser une phrase pour la décrire, et c'est ce que la plupart d'entre nous vont faire. On va décrire cette scène visuelle-là en utilisant une phrase. Un autobus jaune sur une route de campagne par un beau ciel bleu ensoleillé. Et la composante que j'essaie d'amener dans le champ de recherche sur le cortex visuel, c'est cette notion-là que, en fait, on connaît l'adage « une image vaut 1000 mots », mais moi ici, j'aimerais transformer un peu cet adage-là pour dire une phrase vaut 1000 mots et peut-être essayer de comprendre si le cortex visuel n'aurait pas déjà certains éléments d'information qui se rapprochent d'une représentation plutôt lexicale plutôt que purement visuelle ou catégorielle. Donc, si on divise cette scène visuelle-là, on sait que dans le cerveau humain, on a des champs récepteurs de différentes tailles qui vont peut-être encoder différentes dimensions de cette scène visuelle au fur et à mesure qu'on traverse le cortex visuel ventral ou en fait le système visuel. Donc, certains champs récepteurs vont devenir de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on avance dans le système visuel. Et dépendamment de la taille des champs récepteurs, il va y avoir un niveau d'abstraction de l'information qui va être différent. Donc, si on commence avec le plus petit champ récepteur, on sait qu'on va traiter des informations de bas niveau comme des barres orientées avec une certaine fréquence spatiale. Puis on a même des modèles computationnels qui nous permettent de comprendre ces propriétés physiques-là. On peut utiliser des filtres Gabor pour expliquer les propriétés de bas niveau qui tombent dans ce champ récepteur-là. Si on continue avec le champ récepteur un peu plus gros, on tombe dans des représentations visuelles de moyen niveau. Et là, on parle de textures. Ici, on pourrait décrire comme des textures de nuages. Et on a aussi des modèles computationnels qui nous permettent de comprendre les propriétés physiques de la vision de bas niveau, comme par exemple le modèle de Portilla-Simoncelli. Si on continue notre traversée du système visuel, on arrive à des champs récepteurs qui, dans le cas du cercle bleu, tomberaient sur l'autobus. Donc, à ce niveau-ci, on parlerait d'une représentation peut-être catégorielle, ici d'un véhicule. Et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, maintenant, on a des modèles qui sont entraînés à faire de la reconnaissance d'objets ou à prédire les catégories des objets. Et j'en note un ici, VGG16, qui est un modèle qui réussit très bien à reconnaître dans des scènes visuelles les catégories des objets. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un champ récepteur qui est encore plus gros et qui va finalement emmagasiner plusieurs sources d'informations, plusieurs catégories, plus de richesse dans cette scène visuelle-là? Là, on a besoin d'une phrase pour décrire cette scène. Donc, l'exemple que je donnais tantôt, un autobus qui conduit sur une route dégagée par un beau ciel d'été. On peut laisser aller notre prose. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de modèle computationnel ou de description quantitative pour représenter ce niveau d'abstraction-là. Et un fait à noter, comme je l'ai dit, la taille des champs récepteurs va augmenter lorsqu'on part de V1 puis qu'on avance dans le cortex visuel. De plus en plus, il y a un niveau d'abstraction par rapport à l'image qui va se faire. Et finalement, plus on avance, plus l'information devient importante pour le comportement. Donc, pour essayer d'expliquer ce niveau de description-là, on va utiliser des modèles qui sont issus du langage, en fait. Donc, pour chacune des images qu'on présente à nos participants, on a la chance d'avoir des phrases descriptives pour cette image-là. On va prendre les phrases descriptives, on va les passer dans un modèle du langage qui va encoder ces phrases-là dans un embedding qui est entraîné à comprendre la sémantique des phrases. Et on va utiliser cet espace-là pour essayer de prédire les représentations dans le cortex visuel. Avant d'entrer dans le détail des résultats de cette aventure-là, il faut que je parle du Natural Scenes Dataset, qui est un jeu de données qui est sorti publiquement l'an dernier, je pense.
Et c'est un jeu de données immense. C'est un jeu de données qui a été collecté au Minnesota par des collègues à moi. C'est de l'IRMF à 7 Tesla, donc c'est très haute résolution. Les participants devaient faire une tâche de reconnaissance continue, donc ils ont été présentés des milliers, des milliers et des milliers d'images et devaient dire s'ils avaient déjà vu cette image-là dans le cadre de l'expérience. Les données ont été préparées par Kendrick Kay et son équipe, et c'est des données qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et donc, c'est gratuitement disponible sur le web. Vous pouvez aller vérifier là, sur leur site web. On a un papier qui est publié l'an passé dans Nature Neuroscience qui décrit ce jeu de données-là. Donc, toute l'information par rapport au jeu de données est disponible dans le papier. Mais en gros, c'est 8 participants qui ont été scannés pendant une année au complet à raison de 42 sessions d'IRM chacun. Chaque participant a vu 10 000 scènes visuelles. Les participants avaient aussi 1000 scènes visuelles qui étaient présentées à tous les participants. Donc, en fait, il y a 1000 scènes visuelles qui ont été présentées à chacun des 8 participants et 9000 scènes visuelles qui étaient présentées, qui étaient différentes pour chacun des participants, ce qui donne un total de 73 000 scènes visuelles pour lesquelles on a 3 répétitions en IRMF chacune. Donc, on est capable de mesurer des patrons d'activité dans le cerveau pour 73 000 scènes visuelles, ce qui est franchement énorme, c'est sans précédent. Le jeu de données qui avait le plus de données avant celui-là, c'était Bold 5000, et là, on avait présenté 5000 scènes visuelles, donc le saut est quand même assez impressionnant. Et ce que ça nous permet de faire quand on a autant de données que ça, c'est de commencer à poser des questions intéressantes parce qu'on sait qu'on a la puissance statistique pour bien y répondre et pour bien faire des modèles sur le cerveau. Donc, pour répondre à notre question du rôle de la sémantique dans le cortex visuel, on va utiliser une technique d'analyse qui s'appelle la RSA, de l'anglais Representational Similarity Analysis. Et c'est une technique qui est vraiment versatile, mais qui est très, très simple. Et c'est la beauté de cette technique-là, c'est que c'est vraiment, vraiment simple à comprendre. Donc, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est hyper facile. Pour un stimulus, comme cette bicyclette, on mesure dans le cerveau humain un patron d'activité. Ça peut être dans une région d'intérêt, ça peut être dans un searchlight qui se déplace un peu partout dans le cerveau. On mesure un patron d'activité. Donc ici, c'est une petite icône qui code que différents voxels en IRMF vont avoir différentes intensités d'activation par rapport à cette scène visuelle-là, par rapport à la bicyclette. Et on a des patrons d'activité comme ceux-là pour chacune des images qui sont présentées aux participants. Et la simplicité de la RSA, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est de comparer ces patrons d'activité-là entre les paires de stimuli qu'on a présentés aux participants. Donc, pour cette paire de stimuli-là, on aurait une distance entre les deux patrons d'activité. Et cette distance-là, elle est codée dans cette matrice de similarité des couleurs froides aux couleurs chaudes. Les couleurs froides dénotant des petites distances entre les patrons d'activité. Donc, les patrons sont similaires où les images ont élicité des activations dans le cerveau qui se ressemblent. Et les couleurs chaudes, on montre des patrons d'activité qui sont vraiment différents. Donc, 2 images qui auraient élicité des patrons d'activité très différents dans une région donnée du cerveau. Ouais. Donc, la matrice de dissimilarité, c'est notre pain et notre beurre. On travaille avec cette matrice-là continuellement. Elle est représentée avec, en colonne, les stimuli et les stimuli en rangée. Et chaque case va coder le niveau de similarité entre les patrons d'activité de cette paire d'images-là. Donc ici, on a, dans cet exemple inventé, un patron d'activité qui serait vraiment similaire entre le visage de mon oncle et la photo de mon ami Dominique. Mais par contre, entre le visage de mon oncle et la bicyclette, là, on a un patron d'activité qui est vraiment, vraiment différent.
Et en fait, on peut voir qu'il y a peut-être un carré ici avec des couleurs plus orangées et un autre carré ici avec des couleurs plus froides. Donc, il y aurait peut-être une division catégorielle aussi dans cette région hypothétique-là du cerveau, avec des réponses similaires lorsqu'on est dans des objets animés et des réponses similaires lorsqu'on est dans des objets inanimés, mais des réponses vraiment différentes entre les objets inanimés et les objets animés. Cette matrice de dissimilarité-là, on peut la résumer en utilisant une technique qu'on appelle le multidimensional scaling. Et ce que ça fait, c'est que ça projette cet espace représentationnel-là à haute dimension sur un plan bidimensionnel, de sorte que la distance entre les items sur ce plan 2 dimensions reflète au mieux que possible leur vraie distance dans l'espace à haute dimension. Donc, c'est une bonne façon de visualiser les données, de visualiser l'espace géométrique de notre matrice de dissimilarité, parce qu'on peut, en un coup d'œil, voir s'il y a des distinctions qui sont faites pour cette région-là donnée. Donc, c'est vraiment puissant. Ça nous permet de vraiment visualiser qu'est-ce qui se passe dans une région du cerveau assez facilement. Mais il y a un autre avantage qui est vraiment important, c'est qu'une fois qu'on a traduit nos données dans cette matrice de dissimilarité-là, eh bien, on peut comparer ces matrices de dissimilarité avec des modèles computationnels, des données qui viennent d'une autre modalité d'imagerie, différents participants et ainsi de suite, même différentes espèces. Et pour montrer la puissance de cette technique-là, je prends un résultat qui vient d'un papier qu'a écrit mon superviseur de postdoc, Nico Krieges-Corté, dans lequel il a présenté les mêmes 96 images à des humains. Il a mesuré l'activité cérébrale dans le cortex inférotemporel en IRMF avec ces humains-là. Et il a aussi les mêmes images qui ont été présentées à des singes. Les mêmes images qui ont été présentées, ça c'est essentiel. Si c'est les mêmes images qui sont présentées, bien là, on peut exprimer les données au niveau des matrices de dissimilarité et comparer ces deux matrices-là. Et juste à l'œil, on peut voir qu'il y a une similarité marquante, frappante, entre les représentations dans le cortex inférotemporel chez le singe et chez l'humain. On voit, par exemple, ici, ce carré bleu qui indique que les visages ont des vraiment petites distances entre leurs patrons d'activité. Et il y a une espèce de carré orangé ici qui montre cette distinction-là animée-inanimée que j'ai introduite dans l'exemple que j'ai donné tantôt. Et ces caractéristiques-là de l'espace représentationnel sont vraiment communes pour les deux espèces. Et si on n'avait pas traduit ces données dans ces matrices de dissimilarité-là, comment on peut comparer? En fait, chez le singe, c'était des données électrophysiologiques, donc ce n'était même pas de l'IRMF. Chez l'humain, c'est de l'IRMF, mais même si ça avait été de l'IRMF dans les deux espèces, mais comment on fait pour décider qu'on choisit une région d'intérêt chez l'humain puis qu'on trouve la région d'intérêt qui match chez le singe? C'est vraiment compliqué, c'est difficile. Et puis, au niveau d'une image en particulier, ben, comment on compare le patron d'activation d'une image dans une modalité à une autre modalité, c'est vraiment pas évident. Mais d'exprimer les données dans cet espace de distance, c'est une façon très puissante de pouvoir les comparer. Et en fait, on peut, en exprimant les données dans cet espace de distance, comparer toutes sortes de choses ensemble, différents participants humains, différentes espèces, que ce soit en IRMF ou en électrophysiologie. On peut comparer de l'EEG chez l'humain avec l'IRMF chez l'humain ou de la MEG. Et on peut comparer des modèles computationnels dans lesquels on envoie nos images et ces modèles-là ont des patrons d'activation qu'on va amener dans un espace de distance pour comparer avec nos données d'imagerie. Donc, pour caractériser l'espace sémantique de nos 73 000 stimuli dans le jeu de données NSD, eh bien, on a été chanceux, en fait, parce que les images ont été choisies dans un gros jeu de données d'images qui s'appelle le jeu de données COCO, qui est
qui a été développé par Microsoft. Et pour chaque image de ce jeu de données-là, il y a 5 participants humains qui ont écrit une phrase descriptive qui décrit le plus fidèlement possible le contenu de la scène visuelle. Donc, on va utiliser notre analyse de la RSA, mais on va utiliser ces phrases descriptives-là pour mesurer nos distances entre les items. Donc ici, on a un stimulus du jeu de données NSD pour lequel on a une phrase « A young boy sitting on a bed with a lamp on beside it ». Et on va, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, prendre la phrase et l'envoyer dans un modèle computationnel qui est issu du domaine du langage, de Natural Language Processing, qui va placer cette phrase-là dans un espace multidimensionnel sémantique qui encode la similarité entre les phrases au niveau de la sémantique. Et maintenant, on peut faire le même tour de passe-passe qu'on faisait plus tôt, c'est comparer les patrons d'activation, mais dans notre modèle issu du langage ici, pour mesurer une distance entre les deux phrases au niveau de la sémantique. Donc ici, le deuxième stimulus dans cet exemple, c'est « A man holding a Wii game controller while standing in a living room ». Donc, on va comparer ces deux phrases-là, mais dans notre espace sémantique pour générer un modèle sémantique, une matrice de distance qui représente nos stimuli, mais dans cet espace sémantique-là qui est issu des modèles du langage. Le modèle en question ici, c'est un modèle qui est développé par Google qui s'appelle le Universal Sentence Encoder, qui est un modèle qui est entraîné à reconnaître les phrases et les placer dans un espace sémantique. Donc, maintenant, une fois qu'on a notre espace sémantique qui est caractérisé par cette matrice de distance, eh bien, on peut le comparer avec nos données d'IRMF chez nos participants. Et ici, je vais utiliser une technique un peu différente d'une région d'intérêt. C'est une technique qui s'appelle le Searchlight, qui va prendre une sphère, qui va échantillonner les données à une région X, Y, Z dans un volume de cerveau et qui va, à partir de cette population de voxels-là dans la sphère, me donner une matrice de distance. Et on bouge la sphère partout dans le cerveau pour avoir autant de matrices de distance qu'on a de coordonnées X, Y, Z dans notre volume de cerveau en IRMF. Et ce que ça va nous permettre, c'est que pour chacune des sphères, on va faire la corrélation entre notre modèle et la RDM, la matrice de distance dans cette sphère-là. Ça va nous donner un volume de corrélation entre notre modèle et les données IRMF. Et donc, lorsque on fait cet exercice, ici, je présente les données sur un cortex qui a été gonflé, puis coupé et aplati. On peut voir à l'arrière, c'est le sillon calcarin et le cortex visuel ventral, il serait quelque part par ici. Ici, on est dans le latéral et ainsi de suite. Et là, on tombe dans le frontal. Ce qu'on remarque déjà, c'est que le modèle, qui est un modèle qui n'a jamais mangé des images de sa vie, lui, tout ce qu'il a connu, c'est des phrases, eh bien, il prédit l'activité cérébrale dans beaucoup de régions différentes du cortex visuel, que ce soit le latéral occipital cortex ou même le long du gyrus fusiforme. Donc, les prédictions sont très bonnes du modèle jusqu'au cortex visuel. Donc, déjà, ça, c'est une surprise. Ici, je vous montre les données non seuillées pour chacun des 8 participants individuels. Et juste à l'œil nu, on peut apprécier que c'est assez similaire d'un participant à l'autre. Donc, on a appelé cette carte-là la carte sémantique du système visuel ou du cerveau humain. Et ce qui nous permet vraiment d'avoir une définition aussi précise que celle-là, ben, c'est le fait qu'on a 73 000 images avec lesquelles on peut faire ces analyses-là. Donc, c'est vraiment un jeu de données ultra puissant pour poser des questions importantes par rapport au fonctionnement du cerveau humain. Maintenant, si je fais le même exercice de Searchlight, mais que j'utilise un modèle catégoriel,
Donc un modèle qui ne considère que les catégories des objets qui étaient présents dans les scènes visuelles, eh bien, le fit avec les données cérébrales de ce modèle-là, c'est celui-là. Donc, on voit qu'un modèle catégoriel, qui est un modèle classique en vision, on parle souvent des catégories comme étant un des objectifs de la vision, eh bien, le fit est bien moins bon qu'avec notre modèle qui est issu du langage. Et même si on fait la différence entre les deux, bien, on voit que notre modèle sémantique explique beaucoup mieux l'activité cérébrale dans le cortex visuel, même dans des régions préfrontales, dans l'insula. Bon, il y a une petite région ici, peut-être proche du frontal eye fields, qui est mieux expliquée par notre modèle catégoriel, mais en général, notre modèle sémantique est bien meilleur pour expliquer nos données d'IRMF que les modèles classiques catégoriels. Excuse-moi, Yann, juste pour être sûr que je comprenne bien, dans le modèle catégoriel, qu'est-ce qui est rentré dans le. C'est pas la phrase complète? Non, il n'y a pas de phrase ici. C'est juste une table qui encode quelles catégories sont présentes dans les scènes. Donc, s'il y a 100 catégories, ben, c'est un vecteur de 0 avec des 1 là où cette catégorie-là est exprimée dans la scène et on a cette table-là pour tous les stimuli du jeu de données NSD. Et on va utiliser cette table-là pour créer une matrice de distance qu'on va comparer à, nos matrices de distance dans le cerveau humain. OK, donc, déjà, ce résultat-là est assez intriguant. Ça suggère qu'il y a de l'information dans le cerveau visuel pour décoder les phrases qui décrivent les scènes visuelles qu'on a présentées à nos participants. Donc, ça, c'est le prochain défi qu'on s'est donné. On va essayer d'entraîner un modèle à reconnaître les images, les patrons d'activité qui sont élucidés par les images qu'on a présentées à nos participants, puis traduire ces patrons d'activité-là en des phrases descriptives de nos scènes. Donc, c'est un peu comme si on faisait du brain reading, mais que la réponse de notre brain reading, c'est une phrase, et on va voir si cette phrase-là décrit bien la scène visuelle qui était présentée à notre participant. Donc, comment on fait ça? Bien, on a un stimulus, on a un participant qui a les yeux ouverts, qui voit ce stimulus-là, on enregistre son activité cérébrale avec l'IRMF et on essaie de décoder la phrase descriptive du stimulus qui était présenté au participant. Comment on fait ça? Sans entrer dans les détails, on va entraîner un modèle linéaire à découvrir un système de poids qui, appliqué à des conditions d'entraînement de nos patrons d'activation en IRMF, peuvent être projetés sur un jeu de données IRMF qui n'a pas été utilisé au niveau de l'entraînement. Donc, c'est de la validation croisée ici pour éviter de faire du overfitting. Et ce que cette projection va faire, c'est nous donner des embeddings prédits pour les images qui étaient dans notre set d'images test. Avec ces embeddings prédits-là, on va aller les comparer à ce qu'on appelle une lookup table qui a 3,1 millions de phrases descriptives qui sont indépendantes, qui ne viennent pas de Microsoft Coco, mais qui viennent de Google Conceptual Captions. Et on va trouver la phrase dans cette table de recherche-là la plus similaire au niveau de son embedding à l'embedding qui était prédit par notre modèle linéaire. Donc, pour vous donner un exemple ici, la phrase qui a été prédite par notre modèle linéaire, c'est « A girl child is learning to ski ». Et je vais vous montrer le stimulus qui a été présenté à notre participant. Le voilà. Le stimulus qui a été présenté à notre participant, c'est une jeune fille avec une personne plus vieille qui semble être en train d'apprendre à faire du ski. Un autre exemple, « A commuter train traveling on rail tracks ». Ça, c'est la phrase qui est prédite par notre modèle linéaire. Puis notre modèle linéaire, lui, encore une fois, il n'a pas été entraîné avec des phrases, il a été entraîné avec des patrons d'activation pour des images que les participants percevaient. Et voici l'image qui était présentée aux participants. Donc, encore une fois, c'est une réussite. C'est vraiment un train qui voyage sur des rails.
en fait, on peut quantifier la qualité de ce decoding-là. Et ici, je montre la matrice de corrélation entre l'embedding prédit, donc ça, c'est le résultat de notre modèle linéaire, et le vrai embedding de la vraie phrase que des humains ont écrite pour les images test. Et si ça marche, on devrait voir une diagonale blanche ici. Ce qui implique que l'embedding prédit est plus similaire au vrai embedding de la phrase qu'aux autres embeddings des autres phrases. Et on voit assez clairement une ligne diagonale blanche ici dans cette matrice. On peut faire une autre analyse pour voir à quel point la diagonale est meilleure que le off-diagonale en faisant la différence entre la valeur de similarité d'un embedding prédit et du vrai embedding, moins la moyenne de toutes les autres corrélations avec les embeddings des autres images qui n'étaient pas celles qui étaient présentées aux participants. Et tout ce qui est positif dans cette distribution-là, c'est des cas où la diagonale l'emporte sur la off-diagonale. Donc, dans la grande majorité des cas, notre decoding fonctionne mieux que si on avait pris des images aléatoirement. Bon, je vous ai montré ces deux exemples-là tantôt, mais je vous montre aussi en bleu la vraie phrase qui était écrite, qui venait avec les images dans le jeu de données Microsoft Coco. Donc, la vraie phrase ici, c'était « A man on skis next to a small child ». Et ici, « An electric train traveling down the tracks near a canal ». Je peux vous montrer d'autres exemples. A person riding a skateboard in a paved area. Young skateboarder attempting a trick with his skate. A zebra standing in tall brown grass in front of trees. A zebra stands amid the grass and trees of the savannah. Donc, c'est vraiment hallucinant, là. On arrive à prédire des phrases descriptives pour des stimuli qui ont été présentés visuellement à nos participants en IRMF. C'est fascinant, en fait, de voir que ça fonctionne. C'est hallucinant. Bon, ça ne fonctionne pas tout le temps aussi bien que les exemples que je vous ai montrés là. Ici, je vous montre deux exemples qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. Ici, on a working area with desk, computer, books, yarn and a basket. Bon, la prédiction, c'est books and television in living room, comfortable furniture and designs, walls are white colored, chairs around the tables inside rooms of an apartment. La qualité de la reconstruction ici, elle va dépendre de la qualité de notre lookup table. Tantôt, je vous ai parlé des 3,1 millions de phrases des Google Conceptual Captions. Bien, ces phrases-là, elles viennent des espèces de textes alternatifs que les gens qui font des sites web mettent sur leurs images. Donc, quand on fait un site web, on met une image sur un site web, on peut rentrer une espèce de phrase alternative que si tu mets ta souris au-dessus de l'image, cette phrase-là va popper, puis ça aide à... Je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. C'est une vieille pratique du HTML. Et donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur espace de recherche pour trouver des phrases. Depuis le premier jet de cette analyse-là, avec Peter, qui est l'étudiant dans le laboratoire, qui est là. Une main d'applaudissement pour Peter. Peter a trouvé un jeu de données qui s'appelle Lion, qui a 600 millions de phrases descriptives pour des images. Et je n'ai pas eu le temps de mettre ces résultats-là dans ma présentation d'aujourd'hui, mais la reconstruction est encore plus précise. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Parce que, justement, la reconstruction est aussi bonne que le permet l'espace de recherche. OK. Maintenant, on sait qu'il y a de l'information dans le cortex visuel qui semble être d'encore plus haut niveau que de représentation purement catégorielle. Mais est-ce qu'on est capable de mieux comprendre comment est-ce que l'information va être transformée tout au long du système visuel? En partant de l'image qui est présentée à la rétine, le long du cortex visuel ventral. Comment est-ce que cette information-là est transformée? Quels sont les mécanismes qui transforment l'information visuelle en une information plutôt sémantique, lexicale? Et bien, pour essayer de répondre à cette question-là, pour comprendre les mécanismes qui nous mèneraient d'une représentation visuelle à une représentation sémantique, on va se tourner vers des modèles issus de l'intelligence artificielle.
Et ça, c'est en collaboration avec Tim Kietzmann, qui est à Osnabrück, en Allemagne maintenant. On va utiliser un modèle de l'intelligence artificielle qui s'appelle, qui est un modèle récurrent, donc un Recurrent Convolutional Neural Network, qui a été entraîné sur un set de 1,5 million d'images visuelles à reconnaître les catégories de ces images-là. Et en deuxième phase, les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est le même modèle, mais qui a été entraîné à reconnaître les vecteurs embedding des phrases qui décrivent les scènes qui sont présentées à nos participants. Donc, on a changé la tâche pour que la tâche soit une tâche sémantique, mais le reste, on a gardé son modèle récurrent. Et en fait, le modèle récurrent, c'est un modèle qui reçoit en input les images et qui, à chaque couche, représente de l'information de plus en plus abstraite par rapport à ces images-là. Et le fait qu'on lui ait donné une tâche sémantique, maintenant, le modèle, il doit prédire un embedding qui est le résultat de la phrase descriptive qu'on a passée dans notre modèle de langage. Et donc, les représentations vont être transformées tout au long de ce modèle-là pour passer de l'image à une représentation sémantique, lexicale de la phrase descriptive qui vient avec cette image-là. Et maintenant, on va pouvoir faire le même truc de RSA, mais avec les différentes couches de notre modèle de l'intelligence artificielle. Donc ici, on peut prendre une représentation de la 7e couche et aller regarder pour une image donnée, c'est quoi le patron d'activation à l'intérieur de cette couche-là. Donc, c'est des neurones qui répondent dépendamment de l'image qui est présentée. On peut faire la même chose, comparer pour une couche donnée, calculer la distance entre les patrons d'activation à l'intérieur de la couche pour ces deux images-là et mettre ces distances-là dans une matrice de dissimilarité. Pareil comme on a fait pour les données d'IRMF, pareil comme on a fait pour notre modèle issu du langage. Ici, on va prendre couche par couche les patrons d'activation qui sont élicités par nos images et on va calculer les distances. Et on va encore une fois utiliser notre technique de Searchlight où pour chaque coordonnée X, Y, Z dans le cerveau, on va corréler l'RDM à cette coordonnée-là X, Y, Z avec notre RDM qui est issu de la 7e couche dans notre modèle de l'intelligence artificielle. Et là, on va se retrouver à avoir un volume de corrélation par couche du modèle. Et j'ai dit un peu plus tôt que c'est un modèle qui est récurrent, donc il y a aussi des connexions latérales puis des connexions top-down dans ce modèle-là. Donc, c'est un modèle qui est dynamique. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est vraiment d'utiliser le modèle comme un modèle dynamique et de visualiser nos résultats de corrélation comme un film. Et on peut s'imaginer que ce film-là représenterait un peu le décompte temporel de l'information dans le cerveau humain, ou du moins essaierait de caractériser au mieux possible ce décompte temporel-là de l'information. Donc, je vous fais jouer le film. Au début, on est le long du sillon calcarien, donc dans le cortex visuel de bas niveau. Et plus on avance dans les couches et les différents pas de temps de ces couches-là, plus l'information avance dans le système visuel jusqu'à temps d'atteindre nos régions qu'on a découvert un peu plus tôt avec notre modèle issu du langage. Donc, ici, on arrive vraiment à recréer la trajectoire du traitement de l'information visuelle dans le cortex visuel, partant du cortex visuel de bas niveau jusqu'aux aires avancées qu'on a vu qui traitent cette représentation d'encore plus haut niveau qui est visuo-lexical ou sémantique, qui est associée à nos phrases descriptives de nos stimuli. Donc, je le refais jouer. On voit vraiment qu'on est dans le cortex visuel de bas niveau et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le modèle, les corrélations fit avec des régions de plus en plus abstraites dans la voie visuelle ventrale et dans le latéral occipital, mais il y a aussi des corrélations dans l'hippocampe, dans le cortex péririnal. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'étudier la trajectoire, les mécanismes qui vont transformer l'information visuelle
en une information qui est de plus haut niveau, qui est peut-être sémantique dans le cerveau humain. Donc, à partir de ces résultats-là, je me suis mis à réfléchir, bon, est-ce qu'on peut se questionner sur l'objectif du cerveau visuel, de la vision? Est-ce que c'est vraiment de déterminer quelles catégories sont présentes dans une scène visuelle ou c'est de faire une interprétation de cette scène visuelle-là avec laquelle on est capable de communiquer avec les autres ce qu'on voit, et c'est là que le langage intervient. La vision, c'est un outil qui n'est pas isolé du reste du cerveau, donc ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des représentations qui pourraient être lisibles dans un format qui pourrait être lisible par d'autres systèmes qui nous permettent de communiquer ou d'interpréter ou de prendre des décisions par rapport à ce qu'on voit dans les scènes visuelles. Donc, et là, on a eu l'idée de faire une analyse qui est assez intéressante quand même dans un set de régions d'intérêt dans notre jeu de données NSD. Donc, on a des régions d'intérêt qui vont être dans le cortex visuel de bas niveau, le Early Visual Cortex, qui est ici en bleu. En fait, j'ai un zoom ici pour vous montrer ces différentes régions d'intérêt-là. Donc, on a le Early Visual Cortex, la voie ventrale, la voie mid-ventrale, la voie latérale, la voie mid-latérale, pariétale et mid-pariétale. Et dans chacune de ces régions d'intérêt-là, on va aller tester avec la RSA une collection de modèles différents, des modèles qui vont commencer par des représentations catégorielles et qui vont se complexifier vers des modèles du langage au fur et à mesure qu'on avance dans nos modèles. Donc, je vous explique. Ici, je vous montre pour le cortex visuel de bas niveau, donc la région d'intérêt en bleu, un modèle catégoriel multi-hot, qui est le même modèle catégoriel que je décrivais tantôt, là, qui encode les catégories qui sont présentes dans les scènes. Et l'axe des Y ici, c'est la variance expliquée par le modèle. Donc ici, ce modèle catégoriel dans le cortex visuel de bas niveau explique environ 8 de la variance dans nos données IRMF. Et à mesure qu'on avance dans la voie ventrale et qu'on atteint des régions corticales qui sont de plus en plus complexes, eh bien, on voit une augmentation de la variance expliquée de notre modèle catégoriel. Et ça, c'est connu, on le sait. Plus on avance, plus l'information va comme groupée en catégories dans le cerveau visuel. Maintenant, si on prend ces catégories-là, les mots des catégories, et qu'on les met dans un embedding de mots, donc là, on n'est pas dans un modèle qui traite les phrases, on est dans un modèle qui traite les mots des catégories. Donc, il va prendre les mots et il va projeter ces mots-là dans un modèle du langage, mais spécifique aux mots. Donc, ça reste une représentation qui est encore un peu catégorielle parce que c'est les mots des catégories, mais qui est un peu plus fancy que notre vecteur avec des 0 et des 1 parce que là, tu as un espace continu de ces mots qui décrivent les catégories qui sont dans nos scènes visuelles. Et on voit que dans toutes les régions, ce modèle-là explique aussi bien, sinon mieux, les représentations qu'on mesure avec l'IRMF. Maintenant, ça, c'est le modèle que je vous ai présenté depuis tantôt, qui est GUES. Et je vous ai caché un petit quelque chose à propos de GUES. GUES, c'est un modèle qui est entraîné à traiter la sémantique des phrases, mais tout ça, c'est fait en faisant la moyenne des vecteurs d'embedding des mots qui sont contenus dans la phrase. Donc, ça reste un modèle qui mange des mots. Il ne mange pas des phrases, ce modèle-là, il mange des mots, mais il fait la moyenne des vecteurs d'embedding des différents mots qui concernent la phrase. Donc, c'est un pas dans la bonne direction pour une représentation qui est lexicale ou qui se rapproche de nos phrases descriptives, mais ce n'était pas encore le modèle qu'on voulait pouvoir utiliser. Puis on voit comment ce modèle-là déjà gagne contre les deux modèles précédents dans toutes les régions d'intérêt qu'on a définies ici. Et bon, suite aux révisions d'experts dans la revue Nature qui nous ont chagrinés à l'automne passé,
on a cherché des modèles qui sont encore plus... qui sont des modèles qui mangent des phrases, en fait. Et on a trouvé un modèle sur Hugging Face, qui est un site où pas mal tous les modèles de l'intelligence artificielle sont, et ils sont comparés, puis leurs performances sont comparées. Et MPNet, c'est un modèle qui mange des phrases et qui est le meilleur modèle, en tout cas au niveau des performances, sur Hugging Face. Et on a fait le même exercice, puis je ne vais pas recommencer mon talk, mais tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent fonctionne encore mieux quand on utilise le modèle MPNet qui, lui, prend les phrases et fait des prédictions par rapport à ça. Même le decoding que je vous ai montré tantôt fonctionne encore mieux avec MPNet qu'avec le Universal Sentence Encoder. Et là, on voit, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans chacune des régions d'intérêt, il y a cette progression-là de variance expliquée quand on passe d'un modèle qui est purement visuel ou catégoriel à un modèle qui devient visuo-lexical ou lexical, un modèle qui représente les phrases descriptives de nos stimuli. Donc, il y a vraiment une belle progression où, au fur et à mesure que nos modèles se complexifient puis représentent de l'information plus riche, finalement, que juste des pixels, ça explique mieux les données dans le cortex visuel un peu partout, en fait. Bon, maintenant, est-ce que tout ça, c'est un épiphénomène de la matière corticale ou est-ce que c'est comportementalement pas approprié, mais pertinent, merci. Donc, pour tester s'il y a quoi que ce soit de pertinent comportementalement dans ce modèle-là, on a nos sujets du Natural Scenes Dataset qui ont fait une tâche comportementale où ils devaient positionner des images qui sont placées le long d'un aréna circulaire blanc en les plaçant près les unes des autres si les images, ils les perçoivent comme étant similaires et loin les unes des autres s'ils trouvent que ces images-là sont différentes. Donc, au fur et à mesure que le participant avance dans la tâche, on peut mesurer les vraies distances en pixels sur notre aréna circulaire et mettre ces distances-là dans une matrice de distance. Cette matrice de distance-là, on va pouvoir la comparer avec nos données d'imagerie cérébrale, de la même façon qu'on a comparé nos modèles computationnels jusqu'à maintenant. Et cette tâche-là, d'ailleurs, si vous êtes intéressé à l'utiliser, on a une plateforme web qui s'appelle Meadows Research, qui permet, avec vos stimuli à vous, de générer cette tâche-là et plusieurs autres tâches comportementales vraiment facilement en quelques clics. Puis c'est pratiquement gratuit. Là, on charge, on devrait charger tellement plus que ça. Mais bon, on réussit à payer nos frais de serveur et ainsi de suite, là, mais on ne se paye pas des salaires avec ça. C'est pourquoi je suis venu en autobus aujourd'hui. Donc, et Peter a utilisé ces données-là comportementales pour développer des modèles computationnels qu'on va utiliser pour mieux comprendre cet espace sémantique qui est sous-jacent à cette tâche comportementale-là. Et ce que Peter va faire, c'est qu'il va diviser les essais de la tâche en triplets et il va mesurer en fait la probabilité qu'une image soit la odd one out dans le triplet, étant donné la position de ces images-là sur l'écran que les participants ont déposé. Et une fois que Peter a déterminé pour tous les triplets possibles à travers tous les essais de cette tâche-là, eh bien, il va entraîner un modèle avec de la backpropagation pour, en comparant en fait une prédiction qui est faite par le modèle de laquelle image dans le triplet est la odd one out à les vraies données comportementales de nos participants. Et pour ça, ce que ça va lui donner, c'est un espace d'embedding sous-jacent à ces données comportementales de similarité. Et c'est cet espace-là d'embedding qu'on va utiliser
pour essayer de poser des questions sur qu'est-ce qui caractérise cet espace sémantique-là. Et ici, c'est juste une diapo pour vous montrer que les données qui sont prédites par la modélisation de Peter sont très, très fidèles avec les données qu'on mesure normalement dans cette tâche-là chez chacun des participants du NSD. Donc, la corrélation Spearman, elle oscille entre 0,92 et 0,85 là. Et ici, c'est des vecteurs qui ont 4950 entrées. Donc, corréler deux vecteurs de 4950 points et obtenir une corrélation aussi haute que ça, c'est quand même assez impressionnant. On a fait une analyse où on veut voir, OK, si on commence cette modélisation-là, mais qu'on initialise nos embeddings avec moins de dimensions, donc une seule dimension, comment est-ce que cette prédiction-là va faire? Et en faisant ça, en ajoutant des dimensions à notre embedding initial, on peut voir là où il y a une espèce de plateau dans ces corrélations avec notre modèle et les vraies données qu'on a observées. Et c'est environ à 6 ou 7 dimensions qu'on commence à vraiment expliquer, à trouver ce plateau entre notre modèle et les données comportementales. Maintenant, on peut regarder ces 6 dimensions-là puis voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui en ressort. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, pour une dimension donnée, extraire les 5 images qui ont activé cette dimension-là le plus fortement. Lorsqu'on fait ça, la première dimension, c'est des scènes naturelles avec des animaux qui activent fortement cette dimension-là. La deuxième dimension, ça semble être la nourriture. Donc, des oranges, de la pizza, un gâteau, toutes des choses que j'aime particulièrement bien. La troisième dimension semble encoder des véhicules, des activités en plein air ou des activités sportives, et puis des scènes intérieures. Donc, ici, les données comportementales ont été obtenues à partir d'un sous-ensemble de 100 images du Natural Scenes Dataset parce que une tâche comportementale avec 73 000 images, c'est impossible pour un participant. Ça prendrait toute une vie pour faire notre tâche avec les arrangements, avec 73 000 images, oubliez ça. Donc, on a réduit cet espace-là à 100 images, mais si on avait plus d'images, probablement qu'on serait capable de découvrir un plus grand nombre de dimensions aussi qui sont sous-jacentes à cette tâche comportementale-là. Ah oui, il y en a une dernière qui semble être des scènes naturelles, mais à l'extérieur. Donc, on a indoor puis outdoor scenes. Maintenant, la raison pour laquelle Peter a fait cette modélisation-là pour avoir des embeddings à partir de nos données comportementales, c'est parce qu'on va essayer d'utiliser ces embeddings-là comme un modèle d'encodage pour essayer d'expliquer les données d'IRMF qu'on a mesurées avec nos participants dans le Natural Scenes Dataset. Et ici, la logique est assez similaire à ce que je vous ai expliqué tantôt quand je parlais d'un modèle de décodage où on essayait de prédire des phrases. Là, on va faire l'inverse. On va utiliser nos embeddings que Peter a découverts avec les données comportementales pour essayer de prédire la réponse cérébrale. Donc, c'est de l'encodage qu'on va essayer de faire. Et c'est la même logique. On va essayer de découvrir un set de poids linéaires qui, appliqués sur les embeddings que Peter a découverts, nous permettent de prédire les patrons d'activation dans le cerveau. Et pareil comme tantôt, on va faire de la validation croisée où on va projeter ce set de poids linéaires-là sur les embeddings d'un jeu test qui n'ont pas été utilisés à l'entraînement pour avoir des patrons d'activité d'IRMF prédits de façon non circulaire, là, vraiment avec de la validation croisée. Et on va corréler ces patrons d'activation-là avec les vrais patrons d'activation observés pour ces images-là. Et on va voir après une carte, un volume complet de corrélation entre les patrons d'activation prédits et les patrons d'activation observés chez nos participants. Et ici, je vous montre le résultat moyenné à travers les 8 participants du Natural Scenes Dataset. Et on voit encore une fois
le même réseau sémantique de haut niveau qu'on a observé avec nos modèles issus du langage un peu plus tôt, ce qui suggère que ce qu'on a observé en fitant nos modèles sémantiques aux données d'IRMF, eh bien, on est en présence de représentations qui sont, c'était quoi le mot tantôt, pertinentes comportementalement. Et ici, encore une fois, je vous montre les cartes pour chacun des sujets individuels. Vous allez remarquer que c'est un peu plus bruité que ce qu'on a observé un peu plus tôt, mais ici, on a juste 100 images. On travaille avec 100 images au lieu de 10 000 images par participant qu'on a utilisé pour notre modélisation un peu plus tôt. Mais quand même, c'est assez similaire là, quand on passe d'un participant à l'autre au niveau de du set de régions qui est révélé par nos embeddings en modèle d'encodage. Ouais. Donc, dans le temps, je suis pas mal là. Hein? OK. Vraiment un voyage excitant à travers le cortex visuel ventral, peut-être en posant des questions qui font changement des modèles classiques qu'on connaît en vision. Et peut-être les points importants, c'est de un, le jeu de données Natural Scenes Dataset, il est hyper puissant, il nous permet de poser des questions difficiles à poser sur le fonctionnement du cerveau humain. Le fait qu'il y ait 73 000 images, on touche vraiment le pic de l'iceberg. Il reste une décennie, si ce n'est pas plus, d'analyse à faire sur ce jeu de données-là. C'est vraiment phénoménal. Ensuite, nos modèles qui sont basés sur des phrases descriptives expliquent beaucoup mieux les représentations visuelles. Et ici, j'ai marqué dans les régions de haut niveau, là, mais partout dans le cortex visuel, nos modèles qui sont issus de phrases descriptives expliquent mieux l'activation du cerveau partout dans le cortex visuel que des modèles catégoriels classiques. On peut décoder les phrases descriptives à partir de l'activité cérébrale qui est élicitée suite à la présentation visuelle de stimuli. Donc, on peut reconstruire des phrases descriptives et je n'ai même pas fini de réfléchir à quel genre d'application une technologie comme celle-là pourrait avoir. Adrien, qui est un postdoc qui va venir au mois de juin, qui va venir de la Suisse, a eu l'idée, si on avait un jeu de données chez les singes où on leur a présenté les mêmes scènes visuelles, est-ce qu'on serait capable de décoder les mêmes phrases à partir de leur activité cérébrale? Et si on est capable de faire ça, est-ce que ça veut dire qu'un jour, on va être capable de communiquer avec nos amis les singes? On ne sait pas. C'est toutes des choses qui sont possibles. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de jeu de données IRMF avec des singes encore qui nous permettrait de faire ça, mais ça s'en vient. Des modèles issus de l'intelligence artificielle qui sont entraînés à prédire la phase descriptive nous permettent vraiment de suivre la trajectoire dans le cerveau de l'information qui est transformée de la vision jusqu'à cette représentation riche, visuo-lexicale, qui est la mieux caractérisée par une phrase descriptive de la scène visuelle. Et finalement, le modeling des données comportementales de notre tâche, qu'on appelle la tâche des arrangements multiples, révèle les dimensions qui prédisent les réponses IRMF dans dans le cortex visuel et dans ce réseau qu'on appelle le réseau sémantique lié à la vision. Et je vais m'arrêter ici. Je remercie tous les gens qui ont travaillé à ce projet-là. Il y a Peter qui est avec nous aujourd'hui et aussi les organismes de subvention et la Fondation Courtois qui m'a donné une chaire quand je suis arrivé à Montréal. Puis, je vous remercie tous pour votre attention.